séance du conseil municipal. En commençant d'abord par nommer une secrétaire toujours prête, si vous le voulez bien, Marielle. Je vous remercie. Celui-ci. Non, un peu plus. Ok. Paul Adam nous a informé qu'il serait absent. Bernard Alban, Eric Edia, Sandrine Boisson, Alain Canton, Nathalie Cazu, Pascal Cognac, Bernadette Dagonet, Corinne Dudu, Olivier Dumas a donné procuration à Hélène Mercier, Cyril Duval a donné procuration à Nelly Duvernay, Camille Fauvette, Marion Chavel a donné procuration à Nathalie Cazu, Virginie Fraisse a donné procuration à Pierre Gagre, et David Garros a donné procuration à Anne-Marie, Perret, Pierre Cobet, Jean-Sébastien Laurent, Pierre Gagre, Anthony Maufroy a donné procuration à Philippe Pro, Hélène Mercier, Anne-Marie Perret, Philippe Pro, Marie-Ève Thomas, et Pierre Bouillon a donné procuration à Pierre Cobet, Nicolas Zielinski, et voilà. Eh bien, je vous fais passer la feuille des largements. Vous avez reçu donc les comptes rendus du 18 septembre, 9 octobre, 16 octobre, 13 novembre et 17 décembre. On n'a pas eu d'observation par mail. Y a-t-il des observations qui sont arrivées aujourd'hui? Eh bien, on va passer à l'approbation. Est-ce que vous voulez qu'on fasse compte rendu par compte rendu ou la totalité des comptes rendus? Allez. Y a-t-il des abstentions et des oppositions? Je vous remercie. Et je veux bien m'abstenir parce que j'ai pas eu le temps de le dire. C'est juste pour passer. Abstention de Nicole. Eh bien, je vous fais parvenir tout ceci. Et puis, il y en a certains. On va les mettre dans l'autre sens. Toc. Avant de signer. Comme ceci, merci. Et nous arrivons au dossier le plus important, tout du moins par la taille, déjà, de cet ordre du jour de ce soir, qui est le débat d'orientation budgétaire. Puisque vous avez pu constater que les autres pièces au dossier sont un peu plus petites, et c'est normal, puisque nous souhaitions privilégier justement ces échanges. Donc, étant concerté avec ma chère Mireille qui a préparé ce document, et bien évidemment avec les services et Sébastien Saïs, ici présent, eh bien, je vais vous présenter le débat d'orientation budgétaire. Je vous fais grâce du fait que c'est un cadre réglementaire, puisque vous y êtes habitués depuis un petit moment déjà, et qu'il est lié aux communes de plus de 3500 habitants, pour cette raison que nous avons ce document. Pour même regretter d'ailleurs que ça n'existe pas sur les petites collectivités, puisque ça permettrait d'avoir une visibilité sur du long terme. Donc, bien même qu'il y a encore des capacités d'investissement aussi. N'est-ce pas? Dans le deuxième point, on a le contexte de la préparation budgétaire, le contexte économique. Ce que l'on peut noter ici, c'est que le produit intérieur brut s'élève à 1,7%. Donc pour l'année 2018, et vraisemblablement stabilisé pour l'année 2019. On peut noter aussi une inflation sur 2018 qui est de plus 1,85%, donc qui n'est pas très, très conséquente, et qu'elle pourrait continuer d'accroître sur l'année 2019. Nous garderons bien évidemment toute réserve sur cette évolution de 2019 au cas du contexte social qui arrive juste derrière, justement. Nous ne sommes pas sûrs que la croissance ait bien une grosse répercussion ou une belle envolée sur le mois de décembre et le mois de janvier, et nous verrons les mois à venir.
petit rappel sur la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, donc sur la liberté d'économie française et l'émancipation par le travail, la protection de tous les citoyens. Je vais un peu vite là-dessus. Et puis la dernière qui est investir dans une croissance durable et au service des citoyens. On vous fait un petit rappel des dotations de l'État qui sont maintenues ou seront maintenues globalement pour les 3 prochaines années au niveau de l'année 2018. C'est ce qui nous est indiqué avec un léger bémol qu'il faut rester sur la DSR. Un peu plus loin, on vous en parle, la dotation de solidarité rurale sur laquelle nous n'avons pas de certitude et qui pourrait être un petit peu de réajustement possible. Vous avez donc pour la commune de Montmerle les mesures fiscales et principalement on parlera de la taxe d'habitation puisque le souhait est que 80% des foyers au niveau national seront dispensés de la taxe d'habitation au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Donc petite amélioration, auparavant c'était 100%, maintenant c'est 80%. Ce qui est annoncé à terme, il n'y a plus du tout de taxe d'habitation, ce n'est plus le cas. Et peut-être que certaines collectivités pourront augmenter tout librement leur taxe d'habitation sans être forcément dénoncées par le ministre des Finances, confirmé par monsieur le député, n'est-ce pas ? On vous a donné un petit exemple d'exonération de la taxe d'habitation et on vous explique également, comme on l'avait déjà expliqué en 2018, sur le fait que ce n'était pas une disparition de la taxe d'habitation, que si les collectivités décidaient d'augmenter, et bien à titre d'exemple, si vous aviez à payer 500 € de taxe d'habitation, l'État compensait, mettait à zéro, et que si la collectivité remet un taux, bien évidemment, vous pouvez repayer de la taxe d'habitation. La disposition concernant le PPCR est une disposition qui est reportée en l'année 2019. Donc on verra un petit peu, il n'y a pas énormément d'incidence sur notre budget, la masse salariale plus exactement, puisque c'est sur celle-ci qu'elle s'installe. Nous avons souhaité vous faire un petit focus aussi sur les dotations de l'État, puisque je vous le disais tout à l'heure, donc pour notre commune, le montant de la DGF, la DSR et la dotation nationale de péréquation. Vous avez vu que pour certaines, il y a des baisses, la DGF et la DNP, sauf la DSR qui, elle, heureusement, par son augmentation, a permis et devrait continuer d'augmenter, mais nous sommes restés prudents en la laissant à l'identique à 243 aujourd'hui. Et voilà, et la DGF mis à 325 pour 331, donc on risque, on pourrait avoir une baisse supplémentaire. Toujours est-il, notons que l'année 2018, nous avons eu un peu moins de pertes prévues par rapport à ce qui était annoncé, donc en espérant qu'on ait une bonne nouvelle pour l'année 2019, en fin d'année, de ces dotations qui soient versées. Ceci dit, c'est quand même 144 128 136 000 €. On voit bien que c'est une perte chaque année, évidemment, maintenant, que nous n'aurons plus dans notre budget. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la réforme de la taxe d'habitation. La réforme de la taxe d'habitation compense à celle, on nous l'a indiqué à l'euro près, de ce que nous percevions, sachant que l'évolution de la population n'est pas prise en considération, l'évolution également de la croissance n'est pas prise en considération, donc l'évolution des besoins et des services sur la collectivité ne sont pas pris en considération. Considérons donc qu'il pourrait y avoir un manque à gagner sur les années à venir. Nous avons également souhaité faire un petit zoom sur le cadre intercommunal, la stabilité de l'attribution de compensation, puisque lors de la CLECT, je vous rappelle, les transferts de charges avec la fusion de communautés de communes qui a eu lieu, celle-ci n'a pas donné lieu à d'échange de fonds, tout du moins négatifs, puisque dans le cas présent, nous avions remis l'aire des gens du voyage et que celle-ci était passée à zéro. Par contre, à ceci s'est rajouté la suppression du service gratuit d'instruction des actes d'urbanisme. Donc ceux-ci sont facturés et en estimant ce que l'on pourrait produire comme dossier de permis de construire et transmettre à la collectivité, donc communauté de communes, on peut estimer de l'ordre de 4 000 € par an la cotisation qu'on pourrait leur devoir. Et puis, aussi, nous avons perdu donc, la taxe de séjour, puisqu'elle a été transmise à l'intercommunalité, ayant cette compétence dorénavant. Ceci dit, grâce à l'instauration d'un fonds de concours, c'est-à-dire comme une sorte de subvention de la communauté de communes aux investissements de la commune dans le domaine du tourisme, et tous les investissements que nous avons réalisés ont permis de percevoir un peu plus de 45 000 € sur l'année 2018. Je rappelle que la communauté de communes avait budgété 150 000 € et que 130 000 €
ont été dépensés par les communes. Donc vous voyez qu'on fait partie des communes qui ont profité au mieux de cette dotation qui était mise à disposition. Mais si on en a profité au mieux, c'est parce que nous avons aussi investi au mieux. Et dans le tourisme, évidemment. Il y a eu la suppression du fonds de solidarité, versé uniquement en 2017. Celui-ci est apparu, il a redisparu. Bon, on se doutait un petit peu qu'il ne resterait pas. Et concernant l'avènement des échéances électorales en 2020, le cadre financier entre le PCI et la commune ne devrait pas beaucoup évoluer d'ici là. Je crois que c'est une fin de mandat qui est en train de se dérouler sur la communauté de communes et pas de travaux, ou plus de travaux, d'hypothèse de fusion de la communauté de communes, puisque lors du début des vœux, comme ça a été présenté à la commune de Maumere, le président de la communauté de communes annonçait un travail sur des fusions de communautés de communes, et à la fin des vœux, qui sont déroulés sur tout le mois, les deux derniers, il n'y a plus de projet de fusion d'évoquer, ni d'une part ni d'autre. On arrive à la situation budgétaire 2018 et les recettes de fonctionnement. Donc, en vous indiquant les ventes et prestations de services, bien entendu, avec une légère baisse de 2017 à 2018, et évidemment qui se ressentira sur l'année 2019, principalement, puisqu'il n'y a plus les TAP. Donc l'année 2018, il y avait une partie des TAP qui se déroulait jusqu'au mois de juin, mais plus le cas évidemment aujourd'hui, vous le savez, et que donc nous avons un petit peu moins de recettes de ce côté-là. Concernant les ressources fiscales, vous pouvez noter qu'on a noté une stabilité de 1 888 000 € et que les dotations et participations, ce sont de 649 000 €. Les autres recettes réelles hors produit, donc 175 000 €, ce qui veut dire qu'on aurait en recettes réelles de fonctionnement 2 912 000. J'ai pas sauté de page, hein, bon. Comme je tourne au fur et à mesure. Évidemment, donc, vous avez les hypothèses, hein, les petites étoiles qui nous rappellent pour quelles raisons on peut neutraliser les opérations, donc concernant la reprise de provision du Castel, puis les droits de mutation et les dotations de participation. Voilà, on va changer d'affectation. Les éléments d'analyse 2018, je vous le disais, donc légère baisse de 32 000 € avec les sections neutralisées. Plusieurs éléments s'expliquent. La perte d'une fraction du fonds de soutien de l'État aux activités périscolaires, une légère diminution des effectifs scolaires aussi, donc des enfants en moins, impactant donc la fréquentation des services, notamment de la restauration. Et puis l'absence de la prestation du service de la CAF en 2018. Mais je rappelle que si nous n'avons plus la page, nous avons la CEJ dorénavant, et qui sera remplacée et qui nous permettra d'avoir beaucoup plus de fonds, puisqu'on va passer à 13 000 € au lieu des 4 000 environ que nous percevions, ou 12, et il y a 8 000 € de delta supplémentaires. Et puis, à noter, quand même, le non-versement de la recette de FCTVA, de fonctionnement et d'investissement, qui nous est annoncé reporté en 2019. Alors vous verrez que c'est quand même une somme, évidemment, comme toute TVA elle est payée, elle est due, l'État n'a pas été en capacité de pouvoir la reverser aux collectivités avant la fin d'année. Un impact d'environ, on le verra tout à l'heure, de 50 000 € à peu près, sachant que les années suivantes, on est plus près des 200 000. On ose espérer que les services de l'État prendront bien en considération les difficultés des collectivités, qu'elles ne se trouvent pas avec un accroissement de besoins de trésorerie supplémentaires, puisqu'évidemment, c'est l'argent qui est sorti. Alors, a priori, on me confirme que les gros montants auraient été versés, sachant que l'Association des maires de France départementale s'inquiète un petit peu de recenser toutes les collectivités qui n'auraient pas reçu la FCTVA. Donc ce n'est pas une exception au Mervas, malheureusement, mais on ne peut que s'en inquiéter. Donc le montant des produits exceptionnels est important pour 2018, car il y a eu des cessions, on les retrouvera également, donc, la maison de santé, avec un habitat, et puis SI Neptune, c'est STPI Epoxy, par le biais de la société par laquelle il loue les locaux. Globalement, les recettes de la commune restent stables et les diminutions sur certains postes sont compensées par une fiscalité dynamique activée par l'évolution légale des bases, de la taxe d'habitation et de la taxe foncière. A noter, je vous le disais tout à l'heure, que l'État compense la taxe d'habitation à l'euro près pour cette première année.
Il conviendra de mettre donc ces résultats en perspective avec les dépenses de fonctionnement pour appréhender plus finement les résultats de l'exercice. Encore une fois, ce que je vous proposerai, c'est, cher conseil municipal, de ne pas encore augmenter les taux d'imposition puisqu'ils sont stables depuis maintenant 13 ans. Vous en aurez d'ailleurs un petit focus sur les taux un peu plus loin pour vous montrer sur la collectivité et les communes de la strate quel taux se situe aujourd'hui. Et on reste toujours dans les taux assez élevés. Donc 2019, je vous le disais tout à l'heure, pour les ventes et prestations de services, on a noté une petite baisse de 10 000 € de moins, avec les ressources fiscales à 1 905 000 €, une légère progression encore, dotation et participation à 641 000 au lieu de 649 000, et les autres recettes réelles à 190 000, pardon. Ce qui fait que nous serions avec une possibilité d'avoir 2 926 000 € donc de recettes de fonctionnement. Alors, on intégrera évidemment les recettes de FCTVA 2019 dans notre VP 2019 que nous n'avons pas perçu en 2018. Mais cependant, ce n'est pas avec ces chiffres-là que nous devons, bien entendu, nous endormir et rester sur nos lauriers. Nous devons bien entendu, encore une fois, rester vigilants sur nos dépenses, continuer nos efforts d'investissement pour réduire nos dépenses de fonctionnement. Car, vous le savez, même si nous ne sommes pas éligibles à la contractualisation avec l'État, ou tout du moins, j'en avais fait la demande auprès de M. le secrétaire général de la préfecture, après on s'oriente directement auprès de la préfecture de région, et la mise en place c'était déjà assez difficile auprès des autres collectivités que nous n'étions pas forcément prioritaires, et qui ne savaient pas trop comment la mettre en place, je suppose. Ceci dit, nous concernant, nous souhaitons et nous continuerons à mettre en œuvre, tout du moins, cette limitation d'augmentation des dépenses de fonctionnement, donc de 1,20%, limitée au montant de l'inflation, parce que c'était 1,20% l'année précédente. Les dépenses de fonctionnement, vous pourrez noter que les charges à caractère général sont maîtrisées à 692 000, puisqu'on voit qu'en 2016 c'était 680 000, 2017 676 000, mais je rappelle que le bond qui a pu être réalisé sur ce chapitre 011 est dû principalement aussi à la récupération de FCTVA, donc certaines fois des éléments ne sont pas passés en investissement et passent en fonctionnement dorénavant, et on permet de récupérer la FCTVA. On fait tant que bien se peut pour une meilleure lecture, de passer les éléments maximum en investissement, puisqu'en même temps, ça génère de l'amortissement. Pas oublier que tout équipement mérite renouvellement, bien souvent. Et chose à ne pas oublier, bien évidemment, puisqu'on s'en est rendu compte, tant au niveau du patrimoine immobilier que du patrimoine mobilier, on en reparlera plus loin, c'est grâce à ceci et en renouvelant le matériel, entre autres, on le soulignera que nous avons pu baisser nos charges à caractère général. Les charges de personnel montant est à 1 130 000 € en 2018, pour 1 167 000 et 1 149 000 en 2016. Là encore une fois, il y a eu des augmentations qui avaient été faites, mais je rappelle que nous avons repris du personnel aussi au niveau de la cantine scolaire, que malgré tout nous avons encore rajouté du monde, je vous l'avais expliqué dernièrement, pour la garderie périscolaire, et que tout ça permet de continuer à contraindre notre budget. Notre budget peut être contraint sans pour autant aller au moins sur les emplois, sur les indemnités. Puisque je rappelle que le régime indemnitaire qui a été mis en place, le RIFSEP, permet de récompenser les agents. Il y a des départs, j'en parlerai plus tard, il y a eu des départs aussi, et décès aussi, hein, on s'en souvient, malheureusement. Donc, ce qui fait que, et puis notre politique également, pour les maladies, de ne pas remplacer les personnes malades. Puisque, souvenez-vous, nous avions pris une décision sur les assurances, pour baisser le coût des assurances, de ne pas prendre une complétude de l'assurance de totalité, d'où une réduction des coûts aussi, mais en même temps qu'on ne fait pas poste pour poste, malade tout de suite, remplacé tout de suite. Alors, je vous faisais la petite aparté en disant pour Tito tout à l'heure, bien entendu, Tito, lui, a été remplacé assez rapidement, hein, évidemment.
Les charges de gestion courantes sont en légère progression, 332, 302, 385 000 euros. Donc une progression qui continue, malheureusement. Mais on rappelle, et je vous le signerai plus tard, que sont dans ces 385 000 euros, évidemment, c'est des participations qui sont effectuées auprès d'autres collectivités et dont on n'est pas forcément maître, dont ici, là, nos budgets annexes, donc qui sont le camping et le Castel, puisque nous avions à gérer l'accessibilité. Donc, diminution des charges d'entretien des véhicules par une politique de renouvellement de parcs vieillissants, je vous le disais tout à l'heure, une réorganisation des services suite à l'arrêt des TAP. On n'intègre pas ici dans le calcul, évidemment, on vous met toujours les dépenses du personnel, mais on a également des recettes, puisque avec toutes ces modifications et cette organisation, et prochaine organisation même encore, permettra d'obtenir encore des recettes complémentaires, comme celle de la CAF, par exemple. Les charges à caractère général enregistrent une hausse de 2,3%, et elles restent raisonnables au regard de l'inflation, je vous en parlais aussi. Et puis, donc, l'apurement progressif des contentieux liés à l'ancienne municipalité sont d'autant d'éléments contribuant à compenser l'évolution mécanique des charges. La maîtrise salariale, je viens de vous en parler, l'acquisition d'équipements modernes, on va continuer d'équiper également la collectivité de nouveaux matériels, des bennes en cuivre à nouveau, de création d'un magasin, c'est ce qui a été effectué, les logiciels de gestion des services techniques et les logiciels vont continuer de se déployer bien évidemment pour gagner encore en efficience. Il y a eu une politique d'entretien préventif, stopper le curatif, subir les pannes, et puis l'installation d'un équipement de valorisation des déchets, je le rappelle, l'écodigesteur, qui va nous limiter également notre redevance incitative, puisque nous y sommes soumis. Et la baisse des charges financières liées au désendettement de la commune, et puis quand il y a eu un endettement, un taux de 0%, il est évident que là aussi, ce n'est pas ce qui alourdit la collectivité. Un petit camembert pour vous montrer la répartition des charges. Vous voyez que la charge de personnel représente 51% des dépenses de fonctionnement, que les charges à caractère général 31%, les charges financières, il y a un 0, quand même, c'est un petit liseré jaune, mais vous verrez tout à l'heure dans le tableau que les intérêts sont tellement faibles que ce n'est pas ce qu'ils représentent, pour cette raison qu'on les voit à peine apparaître. Et puis, la charge de gestion courante, les subventions. En conclusion, donc, la municipalité a su largement contenir ses dépenses de fonctionnement sur l'exercice 2018, tout en ayant des recettes satisfaisantes. Le résultat prend encore une autre dimension si on tient compte des services supplémentaires qui ont été transférés durant l'année, comme la déclaration des accueils périscolaires en NLSH contribuant à renforcer l'encadrement ou l'extension des horaires d'ouverture de la médiathèque. Ces derniers bénéficient de subventions neutralisant leur impact budgétaire par rapport aux services préexistants, comme je vous l'indiquais préalablement. Concernant les perspectives 2019, nous sommes toujours, bien évidemment, prudents, c'est-à-dire à annoncer plutôt à la hausse sur les préparations et les perspectives au niveau 2019. Et puis, en réalité, on était en 2018, si vous reprenez le document, à 2 300 000 euros, on est à 2 317 000 euros. Donc vous voyez que les dépenses qui ont été réalisées ne sont pas, bien évidemment, celles que nous projetons. Et puis nous espérons et nous demandons à chacun de bien continuer à œuvrer en ce sens-là. Il y aura l'estimation de la masse salariale, on devrait rester sur nos 1 190 000 euros d'estimés, avec évidemment l'arrivée de la policière municipale en plus, avec une réorganisation qui vous sera présentée aussi, puisque je vous ai parlé lors des vœux d'un animateur d'espace de vie sociale, un ou une animatrice, évidemment. Donc tous ces changements permettront d'une nouvelle personne en secrétariat également, mais tout ceci dans le même budget, bien évidemment. Et puis il y aura évidemment, je vous le disais tout à l'heure, l'acquisition de nouveaux logiciels, comme un outil de gestion de relations citoyennes, la fameuse GRC, dont on entend un petit peu parler dorénavant, ou gestion des relations des usagers, GRU, les deux termes peuvent être utilisés. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, parce que c'est déjà bien assez complexe après
à pouvoir le comprendre. Ce sera un débat supplémentaire. MyBrocante, c'est un logiciel qui permettra aux forains directement de s'inscrire pour la foire. Donc avec des plans, ainsi de suite. Et puis également de payer. Donc c'est un gain de temps d'un peu plus d'une centaine d'euros au moins qui sera fait pour... Bon. Ah, je devance un peu. Non, c'est le sujet d'après, dans l'ordre du jour. Ah, oui. Le logiciel courrier, les marchés publics, les ressources humaines, soit en fonctionnement ou en investissement, le type de montage, évidemment, on verra en fonction de si on fait de la location ou de l'acquisition. La municipalité, bien entendu, poursuivra sans relâche ses efforts pour obtenir un CA 2019 proche de celui de 2018 et ainsi se garantir une belle capacité d'autofinancement, car, je le rappelle, celle-ci sera obérée par la suite, évidemment, avec le remboursement des emprunts. On y reviendra plus tard. Notre capacité d'autofinancement, nous en parlons, la voici. On a notre épargne de gestion, donc, qui est à 704 000 € et avec des intérêts d'emprunt. Vous en parlez tout à l'heure, pour ça que le petit fil jaune était vraiment fin, puisqu'on est à 8 000 € et que le remboursement de capital est à 223 000 €, quasiment stable, ce qui fait une épargne nette de 473 000. Vous voyez toute l'importance de bien maîtriser les dépenses réelles de fonctionnement. Je tiens aussi à vous signaler que pour 2018, les cessions, donc remboursement assurance, se montent à 409 000 €. Hein, et ce n'est pas tenu évidemment dans le calcul, puisque sinon on aurait faussé et augmenté notre capacité d'autofinancement. Donc c'est neutralisé. La prospective 2018-2020. Donc une épargne de gestion qui sera de 700 000 à 609 600 000, et puis une épargne nette de 473 000 à 485 000 et 427 000. À ceci, évidemment, pour quelle raison une grosse variante? Eh bien, on est dans le remboursement du capital, qui fera l'évolution, évidemment, mais avec toute réserve sur le timing du chantier, puisque le chantier de l'école maternelle devrait démarrer cette fin d'année. Donc s'il n'y a pas de retard, ce qui veut dire qu'après les souscriptions d'emprunt et ainsi de suite. Toujours est-il, ça nous permet d'avoir une visibilité, bien évidemment, automatiquement qui est fixée. On vous note de partir sur un emprunt d'1 900 000 € sur 1,7% sur 20 ans, et à noter que ce dernier-là comprendra un emprunt relais de 400 000 €, puisque ce dernier sera remboursé par anticipation 2 ans plus tard par le remboursement de la FCTVA, si on nous paye bien dans les délais, comme c'est prévu par les textes. On vous fait, je vous le disais tout à l'heure, un petit rappel des taux d'imposition. Les taux de la commune, 16,51 pour la taxe d'habitation, avec un taux moyen de la strate à 14,06. Une taxe foncière des propriétés bâties à 20,30 pour la commune et 19,21 pour la moyenne. Une taxe foncière des propriétés non bâties à 46,94 sur Montberne et une moyenne à 51,95 pour la strate. Nous arrivons au budget annexe des hébergements touristiques. Rappelons que l'année 2018 a été une grosse partie de travaux concernant principalement le Castel. Et puis évidemment, il faudra continuer les travaux sur le camping pour l'accessibilité, puisque tout n'a pas pu être réalisé dans les temps. Et on sait très bien que notre priorisation était la réouverture des gîtes du Castel de Valrose. Il y a eu également une politique de développement des HLL, et non pas HH, non, des habitations légères de loisirs, par les cocosuites, les pods, entre autres. Les travaux de réfection du Castel de Valrose, on en a beaucoup parlé. Et puis l'accessibilité reste toujours en réflexion sur le fait de l'accessibilité du rez-de-chaussée, puisque ça nous permettrait d'accéder à un autre type de clientèle, la clientèle donc professionnelle, du tourisme professionnel à ce moment-là. Le développement d'outils de communication et de commercialisation, et évidemment après, il y a eu la personnalisation des acteurs en charge des équipements par le recrutement d'un responsable à l'année ainsi que d'un agent technique pour garantir un accueil
de qualité et de service de client. Je rappelle qu'en parallèle, nous avons supprimé les services extérieurs comme le nettoyage des blocs sanitaires. Plus exactement, ce qui a fait une économie de 20 000 €, puisque dorénavant, ce sera géré en régie. Pour votre information, le gérant a été recruté, il s'agit de David Boissier, donc qui est aux ressources humaines. Concernant l'agent technique, c'est toujours en cours de recrutement. Les résultats du camping, vous avez en 2017 et 2018 des recettes en augmentation et puis des dépenses en augmentation de 171 000 à 192 000 avec environ une trentaine de mille d'augmentation, une vingtaine de mille, pardon, quand même, et qui sont liées aux habitations légères de loisirs, puisque celles-ci ont été installées en cours de saison, mais que nous avons dû payer évidemment les loyers automatiquement tous les mois. Ce qui confirme bien que le changement d'orientation qui a été pris pour le camping mérite de continuer dans l'investissement de nouveaux hébergements, puisque ceux-ci continuent de développer et l'attractivité de la collectivité, et c'est la première fois que notre chiffre n'est plus à la descente, et pourtant, je le rappelle, nous continuons de perdre des résidents. Attention, et que nous continuerons d'en perdre. Donc ceci ne pourra jamais être endigué. Vous l'avez entendu aussi au niveau des vœux, avec de nouveaux investissements de Tiny House ou Tiny House, attention, on voudrait bien le prononcer. Ce sont des petites maisons, je rappelle, qui sont sur roues, évidemment, puisque nous aurons à les sortir régulièrement de notre zone inondable, comme toutes les habitations légères de loisirs sur le camping, et qui pourraient arriver avant le début de la saison, on l'espère, que la fabrication soit assez rapide. Ce serait une nouvelle attractivité, donc c'est ce avec, je rappelle, le pauvre vent, pour dormir la nuit, la tête dans les étoiles. Les coûts liés au Castel de Valrose, c'est un petit rappel, se sont montés à 174 628 €. On rappelle qu'on avait mis 200 000 €, donc on est un petit peu en dessous du montant que nous avions estimé. Et c'est très bien, c'est une bonne gestion. Et que nous avons fait un prêt de 150 000 € sur 15 ans, au taux de 1,27%. Et il nous reste à percevoir 30 000 € de subvention. Pour la prospective 2019, on prévoit toujours nos charges de fonctionnement à 50 000 €, la rente de l'ordre d'une vingtaine de mille euros, la cote par salariale de 6 000 € et des recettes estimées de 20 000 € avec un taux de remplissage de 15%. On est resté sur un taux faible pour l'instant pour nos prospectives. Je regarde Marielle, puisque je sais que déjà nous avons un peu plus de réservations sur notre chiffre d'affaires, qui nous permet d'être plutôt rassurant par rapport au chiffre qui est annoncé, puisqu'on est déjà plus près des 50% de ce qui est annoncé, donc en espérant que toutes ces réservations continuent bien évidemment à remplir notre carnet de commandes. La section d'investissement, donc, Montmerle, bien entendu, doit rester la ville-centre de la nouvelle communauté de communes. Et pour ceci, il faut qu'elle reste attractive et structurante pour ses habitants. Des objectifs que l'on continuera, la poursuite de la modernisation des services publics, favoriser le développement économique pour l'emploi, maintenir des services de proximité essentiels, finaliser la politique d'accessibilité des équipements et des espaces publics au service des habitants et du monde associatif, et également le lancement d'une étude de requalification urbaine en lien avec les créations d'équipements publics structurants comme les écoles publiques, la maison de santé, l'OAP, l'orientation d'aménagement programmé du Bicêtre, mais également celle de la place du marché. Puisqu'on se rend compte qu'il y a un attrait qui est en train de se faire assez rapidement et qu'il ne faudrait pas qu'on se laisse prendre de vitesse, surtout quant à notre circulation et notre stationnement. Preuve de cette rencontre que nous avons eue cet après-midi avec un promoteur potentiel, donc on voit bien que ça peut aller très vite. Les dépenses d'investissement sur l'année 2018 ont représenté, avec les réas stérilisés compris, 2 357 615 €. Vous pouvez noter que c'est un montant qui est énorme.
pour une petite collectivité comme la nôtre. Et tout ceci demande évidemment beaucoup de travail. Beaucoup de travail des commissions, et je remercie ici tous les élus pour le travail que vous avez effectué, mais également un travail des services. Puisque quand on arrive à des montants comme ceci, vous pouvez le constater, beaucoup demandent évidemment de constituer des marchés et de vérifier toutes les règles, et également de précautions financières, de précautions de sécurité et d'aménagement qui peuvent être faites. C'est bien entendu non négligeable. Et il nous reste également un montant des restes à réaliser en recettes important, pratiquement 400 000 €. Les subventions de la salle des fêtes, du plan local d'urbanisme, les containers enterrés et rue de Macron. Le total des investissements, dont je vous le disais tout à l'heure, 2 357 000 €. Ce montant témoigne véritablement d'un volontarisme et d'engagement de l'équipe municipale. Les recettes d'investissement 2018, un excédent capitalisé de 616 000 €. Une taxe d'aménagement de 49 555 € et des subventions pour un montant pratiquement de 190 000 €. Ce qui fait qu'on aura des recettes qui s'élèvent à 854 800 € et à 398 000, donc 823 € en reste à réaliser, soit 1 253 623 €. La FCTVA, je vous en parlais tout à l'heure, 55 000 € en attente. Nous vous faisons un petit rappel sur l'opération des écoles publiques Mick Michel, avec le coût prévisionnel de la tranche 1, le coût prévisionnel de la tranche 2. Quand on parle de tranche 1 et tranche 2, école maternelle, d'accord, plus école élémentaire, dissociés en deux montants hors taxes, l'un de 2 700 000 € et l'autre pratiquement de 2 100 000 €. Avec des montants qui sont indiqués avec précaution bien évidemment, puisque les études doivent s'effectuer. Je parle du diagnostic amiante par exemple, de l'étude des sols qui vient d'être faite, on n'a pas encore les résultats, donc tout ça permettra de voir un petit peu où on va aller. Le plan de financement prévisionnel, si le montant total est de 5 751 000 €, toutes dépenses confondues, avec donc les montants hors taxes que vous retrouvez, le plan prévisionnel est une capacité d'investissement de la ville d'1 million d'euros, c'est-à-dire que c'est son apport. Et qu'il y aura un emprunt in fine FCTVA aux totalités pour les deux opérations de 766 862, parce que tout à l'heure vous parlez de 400 000, c'est pour ça que là je divise bien les deux opérations, mais dissociées en deux tranches, et un emprunt long terme au total de 2 149 600 €. Nous aurons des participations financières du conseil départemental, donc pour la dotation territoriale de 300 000 €, de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 500 000 €, prévision bien évidemment, de la DETR de 900 000 € et de la CAF 100 000 €, et puis également promouvoir et développer la construction en bois local, appel à projet de la région, pour 35 000 €, et le dernier est en phase d'étude pour le bois énergie, appel à la région aussi également Auvergne-Rhône-Alpes, de dissocier la chaudière pour qu'elle puisse effectuer le chauffage non seulement de l'école, mais de la cantine et des salles associées, de la médiathèque et des salles vertes, de la mairie et de la salle des fêtes. Évidemment, la chaudière gaz continuera de faire la compensation sur le bâtiment de la salle des fêtes. Donc, création d'un réseau de chaleur et qui permette de dissocier cette opération et d'aller chercher des subventions en parallèle. Si nous faisons ceci, c'est puisque les subventions sont souvent plafonnées. On vous dit, pour ce dossier c'est très bien, mais on ne subventionne qu'à hauteur de 1 million d'euros de travaux. Tout ce qui dépasse, notre calcul il est fait sur 1 million. Vous comprendrez bien qu'en faisant ce saucissonnage d'investissement, soit dans le temps ou de dissociation, permet d'obtenir plus de subventions, voire même, dans le cas présent, de les doubler. C'est notre souhait, et pour certains, c'est confirmation qu'on puisse bien l'effectuer de cette façon.
Le rétroplanning du chantier, je vous en parlais tout à l'heure, la fin des études mai-juin 2019, les marchés de travaux septembre 2019, lancement des travaux octobre-novembre 2019 et livraison de la tranche 1 décembre 2020. Je vous le disais, la capacité d'investissement d'1 million d'euros. Ce résultat sera possible bien évidemment à condition de bien maîtriser les dépenses de fonctionnement et les autres investissements. Cette tendance permettra de limiter le recours à l'emprunt et par conséquent les marges de manœuvre de la collectivité dans les années à venir. À ce jour, les dépenses 2017 et 2018, 600 000 euros d'études, ont déjà été financées sans emprunt. Évidemment, attention, c'est déjà pris sur 1 million. On va faire 1 million plus 600 000 bien 600. Ça serait bien. Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on fasse des sacrées économies. Mais c'est déjà énorme. Là, je vous disais aussi, cette perspective ne tient pas compte d'un phasage en 2 tranches distinctes dans le temps. Enfin, une étude thermique, je vous en ai parlé. On voulait faire un plus gros dimensionnement, peut-être sur les logements qui auraient pu être créés après. C'est plus compliqué. On en restera sur cette étude qui est ici et qui nous estime une rentabilité de ce chauffage de ces réseaux de chaleur sur 7 à 10 ans, puisqu'on passerait en plaquettes bois directement et que la rentabilité par rapport au coût que nous avions aujourd'hui, c'est largement du simple double par rapport au gaz et d'une consommation à prix identique du gaz. On ne fait pas l'évolution, évidemment, vous imaginez bien, sur une inflation du prix du gaz sur les 7 ou 10 ans qui viennent. Et je le disais tout à l'heure, l'alimenter des équipements publics avec 140 logements, ce projet est abandonné. Là, noir, tout en bas. Excusez-nous. Non, il est tout noir. Là, si, là. On déroule le spaghetti. Tagliatelle. Alors Mario, on arrive la pizza? Ah, caché là. On va sortir du diaporama pour mettre. C'est dommage, je vais vous montrer la plus belle courbe de la situation de la dette de la commune. C'est du sabotage.
Donc la situation de la dette de la commune est en baisse. La dette annuelle par habitant sera de 31 € contre 109 € pour les communes de même strate et 299 € par habitant sur la dette totale contre 769 € pour les communes de la même strate. Un ratio important de durée de remboursement de la dette, il est de 1,6 ans seulement. Le niveau d'endettement de la commune donc reste très satisfaisant. 2 emprunts de voirie 2009 arriveront à échéance fin 2019, ce qui est de bon augure pour la suite. Les perspectives financières et d'investissement pour 2017 à 2020. Pour l'agenda d'accessibilité, en 2019, nous avons noté 175 000 €. Pour le plan local d'urbanisme, le schéma de gestion des eaux pluviales, la mise à jour de cadastre, et puis également, je vous parlais tout à l'heure d'une étude urbaine, donc pour 90 000 € en 2019, une petite marge de 10 000 pour l'année 2020. Des travaux sur voirie, pour les 2 années, estimés à 200 000 €. Alors, montant pourrait être réalisé, hein, parce qu'évidemment, on pourrait faire beaucoup plus que ça. Les besoins sont plus importants que ceci. Matériel et outillage, 30 000 et 10 000 €. Et puis, travaux sur bâtiment, 40 000 et 20 000 €. Digitalisation, communication, 40 000 et 20 000 €, soit un sous-total de 475 000 et 160 000 €. Et puis on arrive aux équipements publics, les écoles, première partie, tranche 1, 2 700 000 € et les travaux au 29 rue des Minimes pour 190 000 €, soit 1 540 000 € au total pour les 2 années. Pour ce qui est du cadre de vie, l'amélioration cadre de vie, 70 000 € en 2019 et 20 000 €. Les tourismes et patrimoine, la médiathèque, 5 000 €. Développement touristique, 37 500 €. On peut noter donc un total pluriannuel du DOP 2019 de 7 495 734 €. Je rappelle que celui de 2018 était lui de 6 898 521 €. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Bon, on verra qu'il y a les recettes. Donc, ce sont les besoins par les commissions qui s'élèvent à environ 1 million d'euros. Hors école, on pourrait presque construire encore une petite école à côté. Rien. L'opération des écoles est un investissement, lui, qui est important, évidemment. Et puis, cette prospective intègre environ 800 000 € de ces demandes. Donc, vous voyez, il en manque que 200 000, mais malgré tout, on a progressé énormément par rapport à la somme de l'année 2018. Que l'opération des écoles est un investissement très important sur la fin du mandat, puisqu'on aurait pu se dire, finalement, on reporte encore un peu, le bâtiment fonctionne, on n'est pas en insécurité, et on peut essayer de faire encore un peu de trésorerie. Ça aurait pu être une solution. Et puis, donc, ainsi désendetter la commune. Mais, quand je dis elle n'est pas en insécurité, ceci dit, c'est pas quand même une école mirobolante. Loin de là. Très énergivore. Les recettes d'investissement. Les recettes d'investissement sur les produits courants, il y a l'épargne nette. Donc 2019, 485 000 €. 2020, qui pourrait être estimé à 427 000 €. La FCTVA, je vous le disais tout à l'heure, qui a intérêt à les verser quand même, parce que ça peut faire des reports assez conséquents. 2019, 235 000 €. 2020, 220 000 €. Les taxes d'aménagement, on reste prudent, 35 000 € pour les 2 années. Les subventions, la salle des fêtes, c'est fini, pardon. La maison des associations, 15 000 €. Des écoles, 500 000 €. De 29 rue des Minimes et versé par la Croix-Rouge, 45 000 €.
les cessions foncières, la boulangerie pour 156 000 €, le bâtiment impasse des terreaux et l'indemnisation par assurance. Attention, parce que je vous rappelle que ce n'est pas le prix que nous avons vendu. Il tomberait par terre s'ils attendaient de nouveaux montants. Donc représente 50 000 € au total. Des terrains qui pourraient être vendus pour 15 000 € et l'OAP du 17 où il pourrait y avoir une vente de 200 000. Ce qui fait que, rappelons qu'en recette, à ce moment-là d'investissement, nous avions prévu au niveau du DOB 4 571 000 € et que là, dans le cas présent, pour le 2019, nous serions à 5 541 000 €. C'est pas pour autant qu'il faut tout consommer non plus. Alors, les 200 000 ne sont pas touchés évidemment, donc finalement, les subventions, tout ça, c'est pas encore versé. Vous avez la synthèse prospective 2017-2020 qui apparaît avec les investissements en PPI et le différentiel. Donc, montant estimé des dépenses prévisionnelles 7 495 000 €, recettes prévisionnelles 7 495 000 €, évidemment le même montant, par un besoin de financement d'1 953 792 €. Quand je parle du besoin de financement, ça signifie à ce moment-là que, comme nous ne réalisons pas l'emprunt, évidemment, sur les 1 953 000 €, plus on dépense, plus il faut faire l'emprunt, puisque la capacité d'autofinancement ne permettra pas de tout régler, ce qui signifie que tout ce qui est rajouté devra être emprunté. Et je le rappelle tout à l'heure, ce n'est pas notre souhait, donc il faut qu'on continue à faire des choix stratégiques. Ceci dit, aussi, et pas parce qu'on note tout, on peut tout réaliser. On a beaucoup de choses qui sont à terminer. Il nous reste évidemment beaucoup de choses qui sont à faire, mais nous devrons d'abord nous atteler à terminer ce qui doit être fait. Je parle par exemple de l'accessibilité, bien évidemment. Je parle également de ce qui est, je viens d'oublier, il y a les écoles, la Croix-Rouge, donc l'accessibilité, ça fait partie de la rue des Minimes, des trottoirs. Donc, et à chaque opération, éparpillée un peu partout, demande énormément de temps et de constitution, évidemment, de dossiers. Il a été demandé au directeur des services techniques de réaliser un rétro-planning qui sera étudié avec mon cher ami Philippe, évidemment, pour regarder ce qu'on est en capacité de sortir. Parce qu'en capacité financière, on le voit, on le pourrait, mais après, le tout, c'est de pouvoir réaliser les opérations. Nous arrivons en fin de mandat, rappelons-le. La prospective financière 2018-2026, s'il n'y a pas de nouveaux emprunts souscrits, nous terminerions en 2026 avec 10 € par habitant. C'est rien du tout, mais il faut dire qu'on laisse tout en l'état. On n'est pas très endetté, ça c'est sûr, mais il faut voir le patrimoine. Et là, on vous a fait l'évolution annuelle de la dette communale jusqu'en 2026. Vous avez, on est difficile de mettre les deux en parallèle, hein, mais vous avez le tableau qui suit derrière, avec un emprunt, avec deux emprunts. Avec l'école maternelle, s'il n'y avait que l'école maternelle, sachant que l'école élémentaire est dans le même état, on terminerait en 2026 avec un endettement par habitant de 36 € et une pointe au maximum en 2021 de 51 € par habitant. Et quand on effectue avec les deux opérations, on arrive avec une pointe au maximum en 2023 et 2024 à 65 € par habitant. Ce qui n'est pas grand-chose par rapport à la collectivité, mais ce qui mérite aussi d'être dit, c'est qu'il faut rester vigilant à ne pas alourdir en supplément.
Là, ça veut dire qu'on ne finance que les emprunts des écoles. Ce qui veut dire que tout besoin en financement supplémentaire, de travaux supplémentaires, qui nécessiteraient de l'endettement, continuerait à monter. Par conséquent, pour cette raison que sur l'analyse de ce qui est réalisé dans ce débat d'orientation budgétaire, toute prudence doit être effectuée sur les investissements et à prioriser pour éviter de virer les années suivantes. J'en ai terminé avec cette présentation et bien entendu, je vous laisse la parole puisqu'il s'agit d'un débat. Vous restez sans voix, elle était trop longue. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on prend acte et on va passer au dossier numéro 2 qui est la modification du tableau des emplois permanents. Alors, vous noterez que dans ce dossier-là, de modification du tableau des emplois permanents, c'est dû à la reprise de travail par un agent qui souffre d'une maladie et que son temps de travail doit être réduit. Doit être réduit pour raison médicale. Ceci dit, comme le temps de travail est réduit, il doit passer donc en comité. Comité technique qui, lui, se déroulera très prochainement puisque c'est en semaine 6. Là, dans le cas présent, ce que l'on proposera, c'est non pas de modifier le temps de travail, mais de créer un temps de travail à 13h22 annualisé, puisque sinon, on ne pourrait pas faire le remplacement de la personne sur les heures complètes. C'est-à-dire qu'une autre personne complétera les heures qu'elle faisait jusqu'à maintenant, qui étaient à 45h10 annualisées. Mais tous bien suivis? Donc en prestation, on va rester à l'identique. Mais on est obligé de prendre une délibération pour qu'elle puisse travailler que ce nombre d'heures-là, puisque c'est évident, sinon on n'aurait pas le droit de réduire, ou alors sur des motifs que l'on souhaiterait. Il faut être fantasque de réduire le temps de travail des agents à notre bon vouloir. Si moi j'aurais une question posée. Oui. Pourquoi 45h10 Annualisé? Oui. Et c'est par semaine ou c'est par mois? Par semaine? Oui. Parce que les agents font... Non, par mois, oui. Ah, par mois. Oui, c'est pas une D'accord, parce que j'allais dire... Vous voulez faire du 65 heures, là, pas... Ça me paraissait énorme. Oui. Oui, non, c'est pas beaucoup, hein, c'est en périscolaire. D'accord. Pas d'autres questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Dossier numéro 3 est une demande d'émission en non-valeur de produits irrecouvrables. Eh bien, quand on a fait le point avec notre trésorier, il se trouve que quelques factures ne peuvent pas être évidemment remboursées. Pour le premier, nous avons eu un impayé, un chèque en bois, si vous permettez l'expression, de 141 € qui est à la foire, mais il s'agit d'un forain. Je précise aussi, il ne s'agit pas d'un commerce de Montbéliard ou d'une association qui tiendrait. Et puis, 15 € d'impayés au niveau des temps d'activité périscolaire. Donc au total, nous devons nous asseoir sur 156 € et inscrire donc ce montant au BP 2019 en moins. Alors, Mireille ne nous casse pas le moral. Il y en aura d'autres, certainement. Voilà. Il y a des questions? On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. On arrive aux informations sur les décisions prises par délégation du conseil municipal, les tarifs des gîtes du groupe du Castel de Valrose. Ariel, je te laisse les exposer, si tu veux bien. Merci.
tarif a stipulé qu'il y a sur la semaine complète en fait. C'est assez compliqué, donc c'était un peu un casse-tête pour les services pour retraduire les tarifs pour le trésorier. Donc en fait, la semaine complète telle qu'elle est indiquée là, il faut qu'on change. En fait, ça c'était les tarifs que nous, à la commission, on avait décidé. Et en fait, par rapport à ce qui est paramétrable dans Gîtes de France, eux, ils paramètrent à 7 jours. Donc en fait, c'est 2100 € les 7 jours. Donc c'est 1800 € si on était, nous, dans notre esprit, sur 6 jours. Et en fait, c'est 2100 € la semaine complète. Chez eux, c'est 7 jours. Et ensuite, ils nous ont indiqué que pour tous leurs clients, les semaines commençaient à 5 jours du moment qu'elles incluaient un week-end. Je vais vous perdre, mais je veux être transparente, donc je vais vous l'expliquer, mais je ne suis pas persuadée que ça soit très compréhensible comme ça. En fait, pour ne pas perdre le bénéfice d'un week-end, quand les gens vont louer, par exemple, du samedi au samedi, sachant que les tarifs pour le week-end sont à 1050 €. L'idée, c'était de préserver, d'avoir un revenu conséquent, même si le week-end était entamé, du samedi au samedi. Donc pour arriver à préserver l'argent qu'on peut récupérer le week-end, il fallait qu'on puisse faire une semaine à partir de 5 jours, que ce soit 5 nuits, 6 nuits ou 7 nuits à 2100 €. Voilà. Après, ce qui est compliqué, c'est de le traduire pour les services dans un tableau, parce que dans le privé, on fait des prix comme on veut, etc. Là, il faut faire des tarifs très précis pour que le trésorier puisse contrôler que quand on a loué, s'il fait des contrôles, s'il prend des dates de location, il faut qu'il tombe exactement sur les tarifs que nous, on aura votés ici. Donc, après vous avoir envoyé ça, du coup, on a rediscuté avec les services et on pourra montrer le tableau définitif une prochaine fois. De toute façon, ça, c'est pas à voter, c'est une information. Donc, il n'y a pas de litige juridique par rapport à ça. On vous remontrera quand même, pour être transparent, le tableau définitif. Mais c'était pour vous expliquer que du coup, vous verrez une différence, ou si vous allez faire le test sur le gîte, vous ne trouverez pas les 1800 €. Le reste est complètement conforme, avec la nuitée du lundi au jeudi inclus à 350 €, la nuitée supplémentaire à 300 €. Ça veut dire qu'en fait, on loue le lundi soir, on va payer 350 €. Si on veut rajouter le mardi, c'est 300 €. Ça, c'était aussi une proposition de la commission de faire des prix, de baisser le tarif à la nuit pour avoir, quand on prenait plus de nuit. Donc le week-end, qui va du vendredi soir au dimanche soir à 1050 €. L'allocation du rez-de-chaussée du lundi au jeudi inclus à 400 €. Alors pourquoi du lundi au jeudi inclus? Parce que la commission avait dit que les week-ends, c'était là où on allait les louer plus facilement aux particuliers. Donc il fallait les préserver et donc ne pas bloquer une location uniquement sur le bas du gîte et de perdre une location à 1050 €. Voilà. Le forfait ménage, c'est 100 €. L'animal de compagnie, donc là, il est pareil. Alors là, il y a eu un bug. En fait, il était à 18 €. Il a été paramétré sur Gîtes de France à 15 €. Du coup, comme on a repris la décision du maire, on l'a mis au même prix que Gîtes de France pour 3 €. C'était pas dramatique. Et les cautions, 1000 € pour la location et 300 € par animal de compagnie. Le linge est fourni, donc inclus dans ces tarifs, mais les lits ne sont pas faits. Voilà. J'espère que vous êtes quand même arrivé à comprendre. C'était tout simple et rapide, merci Marie. Je suis content que tu aies pu l'expliquer.
Ensuite, sur les marchés publics de services, la prestation de maintenance et d'installation informatique a été confiée à la société APS Solutions Informatiques. Donc c'est la même société que nous avions auparavant pour un montant de 8 495,75 €. La demande de subvention, ensuite, ce sont des demandes de subvention qui ont été effectuées. Dotation territoriale pour la construction d'écoles maternelles phase 1. Et puis donc sur la DETR 2019, de l'autre côté, toujours pareil, pour la construction de l'école maternelle. Je vais faire une lecture rapide du compte-rendu de la séance du conseil communautaire qui a eu lieu le 18 décembre 2018. L'installation des conseillers communautaires, acte l'installation de Madame Gisèle Rappel au sein du conseil communautaire pour la commune de Toissay. Puisque vous noterez que dans un prochain compte-rendu, elle est déjà remplacée. Donc on l'aura pas vu. Mais pas l'installation. Parce que M. Voisin a démissionné. Non. C'est suite à la réaction en chaîne, donc là c'est le 18 décembre, lui il est dans la continuité. Il n'y a pas eu d'interruption. Il n'y a pas eu d'interruption en fait. C'est suite aux élections de Toissay. Voilà, oui, on n'a pas manqué un petit peu des étapes. Il y a eu des démissions dans le conseil municipal de Toissay qui ont reprovoqué des élections municipales. D'accord. Voilà. Et ce qui fait que ça a généré, donc pour le vice-président et le maire, ça n'a pas changé. Par contre, ça a changé dans l'ordre le reste, puisqu'ils avaient des hommes, et que la parité oblige, ils lui réfléchir des femmes. D'accord. Et ce qui fait que ça fait monter une dame, et que cette dame-là devait participer, va déjà changer pour l'information. Bizarre. La modification du règlement intérieur des gîtes de la Calonne, la fixation des tarifs des gîtes de la Calonne à compter du 1er janvier 2019. Il y a eu un petit changement qui est fait avec la saisonnalité principalement et les réductions du prix. Voilà. Donc, lecture. Signature d'une convention d'objectifs et de financement pour le contrat enfant-jeunesse avec la CAF de l'Ain. L'approbation du règlement intérieur du service de portage des repas, la signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial avec VNF, la signature d'une convention pour la valorisation agricole des boues de la station d'épuration de l'URSI, les travaux d'extension donc, du réseau d'eau usée sur la commune de Mognenin, et puis le budget d'atelier relais DPI et atelier relais à menuiserie. C'est les amortissements des immobilisations qui ont dû être inscrits. Ce qui a apporté des décisions modificatives à la suite. On est obligé de réintégrer tout le patrimoine, évidemment. Ensuite, à la prise de compétences communautaires obligatoires. Donc, je vous fais grâce de toutes ces décisions modificatives liées à chaque atelier relais. Le gymnase de Toissay a la mise à disposition de personnel à compter du 1er janvier 2019. Vous retrouvez ici le tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019 de la communauté de communes. La mise en place d'un dispositif d'aide en faveur du développement des petites entreprises du commerce, de l'artisanat et des services avec le point de vente et approbation du règlement d'attribution de l'aide. La convention actualisée numéro 1 avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour la mise en œuvre des aides économiques et la convention de prestation de services ou de remboursement de frais conclue entre la communauté de communes Val-de-Saône Centre et les communes de Chalain, Guérin, Messigny, Montmerle, Saint-Dizier, Saint-Étienne et Toissay. Il y a eu un avis sur le projet de révision du plan d'occupation des sols et du plan local d'urbanisme de la commune de Montmerle-sur-Saône. Il a été un avis favorable, avec 2 réserves. Le projet d'aménagement et de développement durable doit afficher l'adéquation des ressources et moyens de la commune pour garantir l'atteinte des objectifs fixés, en lien avec les capacités d'investissement de la communauté de communes en matière d'assainissement. Les orientations d'aménagement et de programmation des OAP doivent intégrer une programmation des projets, programmes et typologie de logement au regard des contraintes imposées en termes des travaux d'extension, de renforcement ou de mise en séparatif des réseaux d'assainissement.
Un bordereau de transmission de données numériques géoréférencées des ouvrages de distribution publique de gaz naturel, c'est un bien grand mot, entre GRDF et la communauté de communes Val d'Saône Centre, c'est pour le PCAET, et puis l'autorisation de signer un accord cadre d'études relatif à l'élaboration du plan climat, air, énergie territoriale, le fameux PCAET, et vous retrouvez les prestations avec la société Indigo et puis le SIEA d'un côté. L'autorisation de réalisation de travaux sur le bâtiment B en crédit bail à la société PM Développement. La désignation de délégué des syndicats intercommunal de l'eau d'Ombre-Saône au 1er janvier 2019. Nous ne sommes pas concernés. Nous avons eu lecture des rapports annuels concernant le SIEP d'Ombre-Saône, du SIE Vel Chalaronne, du SIE de Montréal et environ. Et puis nous avons le compte-rendu des attributions exercées par délégation. Donc, contrat d'édition gratuite avec la SAS Infocom Édition pour l'impression d'un plan touristique de territoire. La convention de stage avec ADA Formation. L'infogérance du système d'information. La suppression de la régie de recettes de l'accueil jeune. La suppression de la régie d'avance de l'accueil de loisirs. La validation des devis de travaux relatifs à la mise en accessibilité de la voirie rue Joseph Berlioz à Saint-Didier, et la validation de devis de travaux relatifs à la mise en accessibilité de la voirie rue Joseph Berlioz à Saint-Didier également. En information, je vous parlais tout à l'heure donc des mobilités internes, entre autres la mobilité, oui, j'ai parlé de mobilité interne tout à l'heure, maintenant je vais parler de mobilité externe. Donc nous avons le départ de Claire Penin pour la ville de Lyon au 1er avril 2019. Et puis la demande de disponibilité d'office de Christiane Girard-Meunier au 1er mai 2019. Nous avons un recours déposé au tribunal par M. Lombardin contre la commune pour la reprise de son mur d'enceinte. Et je tiens aussi à dire qu'au niveau du conseil communautaire, nous avons eu la démission de la première vice-présidente, donc Madame Muriel Bulgagiro, donc de son rôle à la communauté de communes. Je rappelle que les dates de l'enquête publique du PLU et du schéma de gestion des eaux pluviales, le commissaire enquêteur pourra recevoir donc du 4 mars au 3 avril. Les dates seront d'ailleurs communiquées sur le site internet. Obligatoirement et accueil aussi. Voici pour les informations que j'avais à vous communiquer. On va commencer par Philippe. Simplement, peut-être nommer le commissaire enquêteur. Ce sera maître Jean-Philippe Trosda, bienvenue maître, qui était notaire à Villeurbanne. Voilà, c'est lui qui est le commissaire enquêteur pour l'enquête publique du PLU. Ajouter une précision, c'est que ce monsieur qui a absolument est appelé maître. Merci pour cette précision. C'est un texte. Merci. Alors on a eu une première réunion de commission d'urbanisme qui a commencé à travailler sur le budget. Il y en aura une vraisemblablement donc à la fin du mois pour continuer à travailler sur ce budget compte tenu des imprécations des documents, enfin de la domination budgétaire. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à dire, juste vous signifier que ce week-end c'est construit sur notre commune. Et que la municipalité démembre. Et que voilà,
pour mettre fin à des années de recherche de banderoles. Chaque classe cherchait ses banderoles dans les communes voisines, donc on a acheté les banderoles qui appartiennent à la commune. Ah, elles sont super belles. Voilà, elles ont été réalisées par le graphiste que nous avons affaire pour les cartes de vœux City, qui est à Bourg-en-Bresse, pour information. Mais je vais demander justement à qui on les avait empruntés cette année. Eh bien, on les empruntera chaque année au même. Voilà. Alors, la décision a été prise également, puisqu'il se trouve que quand il y avait des banderoles qui étaient louées, principalement, il fallait les décrocher très rapidement pour qu'ils aient le moins de coûts possible. Et puis, secondo, les banderoles qui étaient soit louées ou prêtées n'étaient pas forcément en dimension de nos rues. Donc c'est assez complexe de pouvoir les accrocher et on prenait des risques supplémentaires parce que ça flottait. Pas mal. Donc ça soulagera dorénavant les conscrits d'être à la recherche permanente de ces banderoles. EVS, espace de vie sociale. Donc la première réunion intégrant les associations et partenaires s'est déroulée la semaine dernière, vendredi dernier. Premier bilan à chaud relativement satisfaisant dans le nombre de participants, où du coup autour de cette dimension de table, c'était exactement ça. On était plein de bonne volonté, beaucoup de choses sont déjà ressorties de cette première réunion dans des idées de projet. Donc à suivre, la prochaine réunion aura lieu le 26 mars. Nicolas, Il y a un feu aux Lincoln, c'est provisoire ou c'est définitif? C'est deux feux qui indiquent en rentrant dans la mer à Placata la vitesse limitée, et de l'autre côté, je sais pas si ah, les radars pédagogiques. c'est des radars. Oui. C'est quoi? C'est définitif ou c'est. Ils sont mobiles. Ah oui. Et donc ils sont définitifs, ils sont pour la collectivité définitivement, oui. C'était suite aux réunions avec le comité citoyen sur la sécurité routière. Ça avait été une proposition et une demande. Donc on les a achetés sur le budget 2018. Voilà. Et ils seront amenés à bouger. Pour l'instant, ils ont été placés là-bas puisque dans les comptages qui ont été faits par les départements, c'est là où on avait repéré les... Pardon. Oui, commune qui a payé. C'est la commune qui a payé. Rendons bien à César ce qui est à César. Voilà. C'est que là, c'est là-bas qu'on trouvait les plus grandes vitesses. Voilà. Après, c'est les radars pédagogiques avec des compteurs, donc on peut faire des relevés. Et si on a des excès de vitesse réguliers sur des périodes données, après on peut transmettre à la gendarmerie en leur indiquant que voilà, il y a régulièrement une personne qui tous les matins passe à 90, 100, 110. Bah, vous me le dites, hein, quand. On n'a pas les plaques d'immatriculation, on a juste l'indication de l'horaire de passage et si voilà. Bernadette passe un maximum, on sait très bien que ça fait tomber la moyenne. Justement. Ok. Pierre. Pierre. Pareil. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée. La séance est levée. Merci.